L'aventure commença par une mission des plus banales, la routine, le quotidien, l'ordinaire. Il y avait des années que le travail sur le continent antarctique n'était plus l'affaire des intrépides, mais celui des sages organisateurs. On avait tout le matériel qu'il fallait pour lutter contre les inconvénients du climat et de la distance, pour connaître ce qu'on cherchait à savoir, pour assurer aux chercheurs un confort qui méritait au moins 3 étoiles, et tout le personnel nécessaire possédant toutes les connaissances indispensables. Quand le vent soufflait trop fort, on s'enfermait et on laissait souffler. Quand il s'apaisait, on ressortait et chacun faisait ce qu'il avait à faire. On avait découpé sur la carte le continent en tranches de melon, et la mission française implantée de façon permanente à la base Paul-Émile Victor avait découpé sa tranche en petits rectangles et trapèzes qu'elle explorait systématiquement l'un après l'autre. Elle savait qu'il n'y avait rien d'autre à trouver que de la glace, de la neige et du vent, de la glace et de la neige. Et, au-dessous, des roches et de la terre, comme partout. Cela n'aurait rien d'exaltant, mais c'était passionnant quand même, parce qu'on était loin de l'oxyde de carbone et des embouteillages, parce qu'on se donnait une petite illusion d'être un petit morceau de héros explorateur, bravant les horribles dangers, et parce qu'on était entre copains. On était au début décembre, c'est-à-dire en plein été austral. Le soleil ne se couchait plus, il tournait autour des hommes et des camions, sur le bord de leur monde rond, comme pour les surveiller de loin et partout. Il passait vers 9 heures du soir, derrière une montagne de glace, réapparaissait vers 10 heures à son autre extrémité, semblait, vers minuit, sur le point de succomber et disparaître sous l'horizon qui commençait à l'avaler. Il se défendait en se gonflant, en se déformant, devenait rouge, gagnait la bataille et reprenait lentement sa distance et sa ronde de sentinelle. Il découpait autour de la mission un immense disque blanc et bleu de froid et de solitude. De l'autre côté, plus loin de ces bords lointains sur lesquels il montait la garde derrière lui, il y avait la terre, les villes et les foules, et les campagnes avec des vaches, de l'herbe, des arbres et des oiseaux qui chantent. Le docteur Simon en avait la nostalgie. Il n'aurait pas dû être là. Il achevait un séjour de 3 ans, presque ininterrompu, dans les différentes bases françaises de l'Antarctique. Et il était plus que fatigué. Il aurait dû prendre l'avion pour Sydney. Il était resté à la demande de son ami Louis Gray pour accompagner sa mission, le docteur Jaillon, son remplaçant, étant occupé à la base pour une épidémie de rougeole. Cette rougeole était invraisemblable. Il n'y a presque jamais de malades en Antarctique. On dirait que les microbes ont peur du froid. Les médecins n'ont guère à soigner que les accidents et parfois les gelures des nouveaux arrivants qui ne savent pas encore s'empêcher d'être prudents. D'autre part, la rougeole a à peu près disparu de la surface de la Terre depuis la mise au point du vaccin buccal que tous les nourrissons avalent dans leur premier biberon. Malgré ces évidences, il y avait la rougeole à la base Victor. Un homme sur 4 environ grelottait de fièvre dans son lit, la peau transformée en tissu à pois. Louis Gray ramassa une poignée de rescapés, dont le docteur Simon, et les embarqua en hâte pour le point 612, en souhaitant que le virus ne les suivît point, s'il n'y avait pas eu la rougeole. Assis sur une chenille du Snow Dog, le docteur Simon rêvait à un croissant trempé dans un café crème. Trempé, juteux, ramolli, mangé en l'aspirant à la façon d'un malotru. Mais un malotru, debout devant un comptoir parisien, les pieds dans la sueur, au coude à coude avec les hargneux du matin, partageant leur premier plaisir de la journée, peut-être le plus grand, celui de s'éveiller, tout à fait en ce lieu de première rencontre avec les autres hommes, dans la tiédeur et les courants d'air et la merveilleuse odeur du café express. Il n'en pouvait plus de toute cette glace et de ce vent, et de ce vent, et de ce vent qui ne cessait jamais de s'appuyer sur lui, sur eux, sur tous les hommes de l'Antarctique, toujours du même côté, avec ses mains trempées dans le froid de l'enfer, de les pousser tous sans arrêt, eux et leurs baraques, et leurs antennes et leurs camions, pour qu'ils s'en aillent, qu'ils débarrassent le continent, qu'ils les laissent seuls, lui, et la glace mortelle, consommée éternellement dans la solitude,
leurs monstrueuses noces surglacées. Il fallait être vraiment obstiné pour résister à son obstination. Simon lui était arrivé au bout de la sienne. Avant de s'asseoir, il avait posé une couverture pliée en 4 sur la chenille du Snow Dog afin que la peau de ses fesses n'y restât pas collée avec son slip, son caleçon de laine et son pantalon. Il faisait face au soleil et se grattait les joues au fond de sa barbe, en se persuadant que le soleil le réchauffait, bien qu'il lui dispensât à peu près autant de calories qu'une lanterne à huile accrochée à 3 kilomètres. Le vent essayait de lui rabattre le nez vers l'oreille gauche. Il tourna la tête pour recevoir le vent de l'autre côté. Il pensait à la brise de mer le soir à Collioure, si tiède et qu'on trouve fraîche parce qu'il fait si chaud dans la journée. Il pensait au plaisir incroyable de se déshabiller et de se tremper dans l'eau sans se transformer en iceberg, de s'allonger sur les galets brûlants. Brûlants! Cela lui parut si invraisemblable qu'il ricana. J'étais debout sur le plancher d'or, dans la pièce ronde et vide. Une poussière légère étirait ses voiles le long du mur d'or circulaire, creusé de milliers d'alvéoles qui semblaient faits pour contenir quelque chose et ne contenaient rien. Les autres descendaient, regardaient et se taisaient. La poussière, presque invisible, estompait le faisceau des lampes frontales et ourlait d'une auréole nos silhouettes masquées. Puis vinrent les 2 électriciens avec leurs projecteurs à batterie. La grande clarté transforma la pièce en ce qu'elle était, simplement une pièce vide. En face de moi, une portion du mur était lisse, sans alvéole. Elle avait une forme trapézoïdale, un peu plus large en hauteur. Je pensais que ce pouvait être une porte, et je m'avançai vers elle. C'est ainsi que je fis mes premiers pas vers toi. Je suis entrée, et je t'ai vu. Et j'ai été saisie aussitôt par l'envie furieuse, mortelle, de chasser, de détruire tous ceux qui, là, derrière moi, derrière la porte, dans la sphère, sur la glace, devant leurs écrans du monde entier, attendaient de savoir et de voir, et qui allaient te voir, comme je te voyais. Et pourtant, je voulais aussi qu'ils te voient. Je voulais que le monde entier sût combien tu étais merveilleusement, incroyablement, inimaginablement belle. Te montrer à l'univers, le temps d'un éclair, puis m'enfermer avec toi, seule, et te regarder pendant l'éternité. Je le savais, je regardais tes lèvres, je les ai vues trembler d'amour au passage de son nom. Alors j'ai voulu te séparer de lui, tout de suite, brutalement, que tu saches que c'était fini depuis le fond des temps, qu'il ne restait rien de lui, pas même un grain de poussière quelque part, 1000 fois emporté par les marées et le vent, plus rien de lui, et plus rien du reste, plus rien de rien. Que tes souvenirs étaient tirés du vide, du néant, que derrière toi, il n'y avait plus que le noir, et que la lumière, l'espoir, la vie était ici dans notre présent, avec nous. J'ai tranché derrière toi avec une hache, je t'ai fait mal, mais toi, la première, en prononçant son nom, tu m'avais broyé le cœur.